J'ai le plaisir de vous présenter un homme qui est carrément un héros de roman. C'est imaginer un petit gars de Saint-Ouen qui démarre sa vie en vendant des journaux à la criée, qui un jour devient policier, avant d'embrasser la magistrature et de devenir l'un des plus grands juges que le pays ait connu, que ce soit dans l'antiterrorisme, le tribunal de grandes instances de Paris ou le pôle économique et financier. Pour vous convaincre du propos, je lis une petite liste de dossiers, de petits dossiers qu'il a eu sur son bureau. Action Directe, FLNC, ETA, GIA, Pinochet, affaire Karachi, hasard du calendrier aujourd'hui, UIMM, Cahuzac, François Pérolle, Thomas Fabius, Jérôme Kerviel et j'en passe évidemment bien d'autres. Donc merci Roger d'avoir accepté notre invitation. Et ce que je propose, c'est qu'au début, tu nous expliques quelle est la définition précise du rôle de juge d'instruction, afin de nous rappeler précisément ce que fait un juge d'instruction. Très bien, merci donc de m'accueillir. Je n'ai pas l'habitude de parler, puisque en général c'est moi qui pose les questions et on me répond. Bon, là on va inverser les rôles. Vous me pardonnerez si je n'ai pas l'éloquence des précédents intervenants. Le juge d'instruction, son rôle, il est de préparer un dossier criminel, puisque c'est obligatoire en matière criminelle de faire une instruction, puisqu'il y a un dossier de personnalité à faire, et un dossier sur le fond, et également en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit d'affaires complexes. Une affaire complexe, c'est une affaire qui a un flagrant délit ou une enquête préliminaire, et dont il manque pas mal d'éléments pour être jugé, des personnes qui ne sont pas arrêtées, du matériel volé non récupéré, des saisies de biens à faire, etc., etc. Donc, le juge d'instruction, c'est prévu par l'article 81 du Code de procédure pénale. Il doit faire tout acte utile à la manifestation de la vérité. Et pour cela, il a une double casquette. Il est à la fois directeur d'enquête, donc en quelque sorte un super flic ou un super gendarme, puisqu'il va diriger les services de police et de gendarmerie dans le cadre de l'enquête, mais c'est aussi une juridiction puisque ces décisions qu'il rend par ordonnance ont pour but d'atteindre le droit de la propriété. Par exemple, en faisant des saisies de biens. J'ai aussi eu comme dossier des biens mal acquis, je ne sais pas si tu en as parlé. Donc nous avons dans ce dossier, fait avec les policiers une perquisition, je crois qu'on était au livre des records, puisque ça a duré 15 jours. Et puis, nous avons saisi aussi des belles voitures dont la presse s'était fait écho. Et des atteintes aux libertés, puisque, alors, aujourd'hui, le juge d'instruction ne met pas les gens en détention, il saisit le juge de la liberté de la détention. Autrefois, nous le faisions, mais faire un contrôle judiciaire, donc ça peut être une interdiction de gérer pour un chef d'entreprise, ça peut être une interdiction de quitter le territoire, etc., etc. Voilà, et ce sont des décisions juridictionnelles qui sont susceptibles d'appel, c'est-à-dire devant la chambre de l'instruction, ces décisions sont examinées et infirmées le cas échéant. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme nous sommes là pour parler de pouvoir en tant que tel, que ce soit des terroristes aux escrocs de la finance, en passant par des figures politiques, parfois controversées ou hors normes, est-ce que tu as noté des points communs dans leur expression du pouvoir? Ou est-ce qu'au contraire, chaque cas est forcément unique et donc, de fait, quel est au final le rapport entre le juge et l'accusé? Alors, en ce qui concerne les modes d'expression de chacun, on retrouve des profils psychologiques, bien évidemment, à force de... Moi, ça fait 33 ans que je suis juge d'instruction, donc à force, je retrouve les mêmes modes de fonctionnement, de défense. Lorsque les personnes sont déférées devant moi, je vois tout de suite de quelle manière la personne va exercer sa défense, qui peut être vis-à-vis de moi de la timidité, qui peut être de l'agressivité,
c'est extrêmement variable. Mais en règle générale, il n'y a pas je crois que ces types de comportements correspondent à tous, mais il y a on verra plutôt que c'est par rapport à l'infraction commise qu'on a les gens qui sont dans le terrorisme, les gens qui sont dans des escrocs, ont tous le même mode de comportement par rapport à l'infraction. Ce qui nous permet, dès le départ, d'avoir une stratégie à mener par rapport au dossier, pour la conduite de notre dossier. D'accord. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Non, mais quelle était justement la relation entre le juge et l'accusé? Alors, la relation entre le juge, elle est complètement, elle est très, très différente, très différente. On peut avoir des personnes des cas tout à fait lambda. Lorsque, par exemple, on fait du trafic de drogue, la relation, la personne en face ne connaît pas les arcanes du droit, de la procédure pénale, bon, sauf au bout d'un certain temps, parce qu'à force de venir, on connaît la procédure. Mais sinon, en règle générale, il n'y a pas... C'est assez simple, la personne nie, donc il faut lui mettre les éléments de preuve devant elle pour essayer, mais même avec ça, ça n'avance pas. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir certains hommes de pouvoir. J'ai eu Carlos, le terroriste, dans mon bureau. Ce Carlos, il était à l'intérieur comme il était à l'extérieur. C'est-à-dire que son pouvoir, il l'exerçait. D'abord, c'était une personne qui n'était absolument pas impressionnée par l'appareil judiciaire. Et il exprimait, quand je dis qu'il exprimait à l'intérieur ce qu'il exprimait à l'extérieur, c'était ce qu'on appelle un dragueur. Il draguait toutes les greffières. C'était extrêmement paradoxal. Mais et puis, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est en face de vous, il veut mener le débat au sein du cabinet. Il veut parler. Je l'ai eu. En fait, je ne l'ai pas eu comme personne poursuivie. J'avais lancé un mandat d'arrêt international contre lui dans l'affaire du drugstore quand j'étais au terrorisme, mais je l'ai eu après. Je ne l'ai pas eu dans le cadre du dossier de terrorisme, mais dans le cadre de l'affaire Pinochet. Dans le cadre de l'affaire Pinochet, il y avait, à l'époque de Pinochet, il y avait ce qu'on a appelé le plan Condor. Le plan Condor, c'est l'association d'un certain nombre de services secrets du cône sud d'Amérique, Argentine, Chili, Bolivie, etc., dont les services secrets s'entendaient entre eux pour extrader sans procès, sans rien du tout, les personnes qu'ils appelaient terroristes. Donc, lors de l'affaire de la rue Toulier, Carlos a abattu trois fonctionnaires DST et un autre individu qui était l'indicateur, qui s'appelait Michel. Et dans le cadre de l'affaire Pinochet, je voulais savoir si Carlos n'avait pas eu les renseignements qu'il avait, n'était pas venu sur place pour justement, dans le cadre du plan Condor, puisque c'est plutôt, pardon, les services de police, c'est ancien, je voulais savoir si les services de la DST n'avaient pas eu les renseignements par les agents du Chili ou d'Argentine. Ce n'était pas le cas, mais il fallait que j'entende Carlos. Donc Carlos est arrivé dans le bureau. Il avait aussi lié une liaison avec une de ses avocates. Et bon, je l'avais accepté qu'elle soit là ça ne posait pas de problème, si vous voulez. Et j'avais une stagiaire. Et Carlos, tout de suite, il a demandé à ma stagiaire, il lui a dit, est-ce que mademoiselle, avec son accent espagnol, est-ce que vous voulez être juge ? Elle dit oui, elle avait vraiment envie d'être juge. Elle ne l'a pas été, malheureusement. Et Carlos dit, moi aussi, j'ai dit oui. Elle dit, ah bon, oui, j'étais juge au FLP, mais je n'avais pas les dossiers qu'il y a sur le bureau de Monsieur Leloir. Là. Nous, on jugeait, le lendemain matin, tac, 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 on tuait les personnes. Voilà Carlos dans le bureau. On a vous voyez ce genre de phénomène. Bon, il y en a bien d'autres. Je ne veux pas alourdir le débat, sinon je peux vous en citer encore. L'action directe aussi, c'était assez particulier. Mais on serait quand même intéressé de savoir quelle est l'affaire qui t'a le plus marqué. Ah, l'affaire qui m'a le plus marqué, j'en avais fait beaucoup d'affaires puisque tu as cité, et encore, il y en a plein que j'ai oublié. Je pense l'affaire... Ah oui, mon micro, pardon. Excusez-moi.
L'affaire la plus intéressante, c'était l'affaire Pinochet. J'ai été saisi lorsque Pinochet a été arrêté à la demande du juge Balthazar Garzón à Londres. J'ai été de permanence et j'ai hérité d'une ouverture d'information suite aux plaintes de 5 parties civiles, 5 familles de personnes qui avaient la double nationalité, française et chilienne, et qui ont disparu pendant les événements de dictature du Chili. Et ça a été, je ne connaissais rien du tout, moi, ces affaires de Pinochet. J'avais vu ça quand j'étais à l'armée en 73. J'avais entendu, mais je n'avais pas prêté attention. Et là, j'ai fait une enquête assez exceptionnelle, dans la mesure où j'avais 4 ou 5 cas. J'avais une affaire qui concernait la prise du pouvoir du palais de la Moneda par Pinochet le 11 septembre 1973, où un des conseillers d'Allende avait été arrêté, avait disparu. Donc j'ai travaillé sur ce cas. J'avais aussi un autre franco-chilien qui était membre de l'extrême gauche étudiante de l'université de Santiago et qui avait disparu. J'avais aussi Claudet Fernandez, une autre personne qui avait disparu dans le cadre du plan Condor. C'est comme ça que j'étais arrivé à Carlos, dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'avais une autre personne qui avait disparu dans le cadre de la réforme agraire, et une 5e, je ne me souviens plus exactement. Et le travail, j'ai fait un travail très, très compliqué, parce que c'est très difficile de travailler sur des faits qui se sont passés à l'étranger. Il fallait trouver la matière, il fallait trouver des éléments qui m'ont été fournis au départ par les parties civiles. Mais ça ne suffisait pas. Il a fallu que je fasse des demandes d'entraide pénale un peu partout, en Espagne, en Allemagne, tous ceux qui avaient des éléments à me fournir. J'ai travaillé également avec des historiens américains pour récupérer de la matière. Et j'ai travaillé aussi avec des historiens américains et également avec beaucoup de journalistes français qui avaient travaillé là-dessus. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Enfin, bon, peu importe, encore avec Internet, qui débutait à l'époque, il y a 22, 23 ans, là. Et j'avais récupéré tous les documents qui avaient été déclassifiés par Madeleine Albright à l'époque, concernant le plan Condor notamment, et qui semblait mettre en cause le département d'État américain avec Kissinger. Donc là-dessus, l'idée c'était de savoir qui avait enlevé les personnes, où avaient-elles été conduites, qui avait donné les ordres, de façon de faire monter la chaîne. Et je suis arrivé un jour à faire... pas interpeller, c'est un bien grand mot, mais faire donner une convocation pour le lendemain à Henry Kissinger, qui était à l'hôtel Ritz en train de prendre qui avait une relation de travail avec un émir du Qatar, ou je ne sais pas. Et le lendemain, il ne s'est pas présenté à mon cabinet, il s'est sauvé, il est parti rapidement aux États-Unis. Il avait peur d'être interpellé, alors que je voulais juste l'interroger. Le représentant de l'ambassadeur de l'époque était venu me voir en me disant qu'il avait l'immunité et qu'il ne viendrait pas. Autre chose, j'ai essayé d'entendre Pinochet. Ça a été très compliqué parce que j'ai fait une demande d'entraide pénale internationale. Elle est remontée jusqu'à la Cour suprême du Chili à l'époque. Il y avait 3 pinochistes et deux qui n'étaient pas pinochistes. Donc on m'a refusé la venue. Donc il a fallu à ce moment-là lutter contre le refus de ce pouvoir chilien. Et avec le juge d'instruction Guzman, qui était en charge de toutes les affaires Pinochet au Chili, on a détourné, c'est-à-dire que je ne suis pas allé dans le cadre d'une demande d'entraide, mais dans le cadre d'une rencontre de juge à juge. Et là, suite d'une réunion de travail très, très amicale avec ce juge, il m'a permis d'aller dans son bureau le lendemain, voir tous les dossiers, voir ce qui m'intéressait. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui faisais la demande d'entraide pénale internationale, mais c'est lui qui me faisait une demande en joignant tous les documents dont j'avais besoin.
Voilà, donc, bon, on pourra en parler pendant des heures de l'affaire Pinochet, mais il y a peut-être d'autres questions. Oui, bien évidemment. Mais justement, est-ce que des affaires aussi complexes que celles que tu évoques, Pinochet et les autres, y compris dans les problématiques financières, est-ce que ça fait du juge un homme de pouvoir? Alors, le juge participe au pouvoir, puisqu'il fait partie de l'appareil d'État, dans son infime bureau, dans son petit bureau. Mais d'abord, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Vous savez tous, la Constitution a prévu une autorité judiciaire, mais pas de pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Alors, est-ce que je suis un homme de pouvoir? Est-ce que je me sens un homme de pouvoir? Personnellement, non. Moi, je travaille le dossier qui m'est donné en respectant le droit, en essayant de bien respecter les règles de droit, de ne pas devenir un juge justicier, parce que dès que vous venez juge, le juge ne doit pas être justicier. Le juge, il est entre la poursuite, le parquet, les droits de la défense. C'est pas notre rôle d'être justicier, même si des fois il y a des infractions ou des crimes qui nous révulsent particulièrement. J'adorais ma grand-mère, j'ai vu des pauvres grand-mères qui ont été assassinées, tout ça. C'est vrai que ça vous fait du mal, mais vous devez vous dire, je dois traiter ce cas-là comme les autres cas. D'autant plus que nous sommes extrêmement contrôlés. D'abord, dans l'ensemble de décisions, par la Chambre de l'instruction, qui est la juridiction de second degré. Nous sommes contrôlés aussi par la presse. Parce que si le juge outrepasse, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse dernièrement, il y avait énormément d'attaques contre le juge qui, certains disaient qu'il n'avait pas instruit comme il fallait. Mais vous savez, dans un dossier, vous avez toujours ceux qui vont être contents avec le juge et puis ceux qui ne seront pas contents. Hein. Ceux qui sont poursuivis, ceux qui ont obtenu gain de cause, ils sont contents. Ceux qui sont poursuivis ou n'ont pas eu gain de cause sont jamais contents. Non, je ne suis pas un homme de pouvoir. Je ne suis pas l'homme le plus puissant de France, comme disait Clémenceau au début du XXe siècle. Alors, je suis ravi que tu fasses allusion aux médias parce qu'il y a tout de même une toile de fond et une petite musique comme cela qui parle beaucoup du pouvoir des juges, la République des juges, etc. Est-ce que c'est lié simplement à la collusion entre les politiques, les médias, les juges? Est-ce qu'il y a des logiques si, quand même des logiques un peu de règlement de compte, puisque là on est là pour tout se dire en tant que tel. Et donc, est-ce qu'il y a des risques de dérive? En clair, est-ce que des fois on doit se méfier des juges? La question est un peu directe. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on doit se méfier des juges? Alors, si normalement, on n'a pas à se méfier du juge. Le juge, il est là pour son rôle, c'est de juger un dossier. Alors, je ne sais pas si tu parles du juge d'instruction ou du juge. Bon, c'est vrai que on se plaint beaucoup des juges actuellement. Je l'ai vu dans le cadre de l'affaire Balkany. On a tous vu ça dans la presse. Il y en a d'autres, je citais tout à l'heure. C'est compliqué. Le juge est un être humain. Donc souvent, il va, et je le disais, j'évite, je parlais du cas de ma grand-mère que j'avais vu, il faut que le juge se détache complètement du dossier. Il ne faut pas que ce soit son affaire. Ce n'est pas son affaire. Le juge, il est là pour travailler, il est mis à cette place par la société pour rendre une décision. Il doit être impartial et il doit juger en prenant tout le recul nécessaire. Il doit il doit préserver la présomption d'innocence. C'est très important. Une personne qui a été condamnée, lorsqu'elle fait appel, elle devient innocente. Alors, on dit, oui, mais là, il y a eu une polémique, devait-on mettre un tel ou un tel en prison après, alors qu'il a fait appel? Alors, en règle générale, c'est prévu, oui, de mettre en prison, parce que si une personne fait appel après une décision criminelle et est un multirécidiviste ou un serial criminel, il faut que la société se protège. Et pour se protéger, effectivement, elle va décider les juges vont mettre un mandat de dépôt à la personne. Si la personne au financier risque
de se rendre insolvable en vendant tous ses biens, oui, il va falloir à ce moment-là peut-être la garder le temps qu'on puisse saisir les biens. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout répondu complètement à la question. Merci beaucoup, monsieur le juge. Des questions avec la salle, peut-être? Oui, j'ai une question un peu à tiroir. La première, c'est comment vous êtes saisi, par quelle instance vous êtes saisi, est-ce que vous pouvez vous auto-saisir? Deuxièmement, votre carrière, elle se fait comment? Vous avez dit que vous aviez passé 33 ans. Avec quelle évolution? Quelle reconnaissance? Moi, je n'ai pas la Légion d'honneur. Encore. Non, je ne l'aurais pas. Et quand vous dites qu'on n'est pas un homme de pouvoir, ça peut paraître un peu paradoxal dans la mesure où on voit quand même les hommes politiques se donner beaucoup de mal pour savoir comment remplacer les juges à un moment donné. Alors, ça revient à parler aussi du... Est-ce que j'ai reçu aussi des instructions du pouvoir? Parce qu'on dit toujours, le juge, il reçoit des instructions de l'autorité. Alors, j'ai jamais reçu, à aucun moment, j'ai reçu aucune instruction. D'abord, c'est dangereux parce que tout fuite, il y a beaucoup de fuites, malheureusement. Et si jamais des journalistes apprenaient qu'un homme politique donne des instructions, je crois que la carrière de l'homme politique serait il vivrait une petite période mouvementée. En ce qui concerne la possibilité d'agir sur le juge, oui, d'abord par sa nomination. D'abord le choix du juge. Le choix est fait, du juge d'instruction est fait par le président du tribunal. Maintenant, effectivement, il ne faut pas se leurrer. À Paris, il y a 70 juges d'instruction. Donc, on peut faire le choix du président peut être est fait en son âme et conscience. Après... deuxièmement, il y a aussi la possibilité, vous l'indiquiez, la promotion. Lorsqu'un juge d'instruction peut gêner dans le cadre de ses investigations et qu'il a demandé de passer au grade supérieur, puisqu'on passe, il y a premier grade, second grade et hors hiérarchie, lorsqu'il a fait une demande pour passer, à ce moment-là, on en profite effectivement pour lui donner satisfaction. Et là, il s'en va, c'est un autre qui vient, il sera peut-être mieux, il sera peut-être moins bien, je ne sais pas. Il y a énormément de possibilités, effectivement, d'agir de cette manière. Oui. La suite de la question, j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez vous auto-saisir? On ne peut pas s'auto-saisir. Alors, je peux vous expliquer en deux mots, effectivement, lorsque, dans le cadre d'un dossier, d'abord, une fois que vous êtes saisi, vous allez procéder à une enquête. Dans le cadre de l'enquête, vous allez trouver que la personne ou les personnes, s'ils sont plus en bande ou je ne sais pas, vont avoir commis d'autres infractions. Par exemple, vous enquêtez sur un crime et puis vous allez vous apercevoir qu'ils ont de sang et vous allez vous apercevoir qu'ils ont fait des séquestrations ou autre chose. Donc vous allez demander, vous allez transmettre votre dossier au procureur de la République qui va vous autoriser de continuer votre enquête par ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif. Mais ça, le parquet peut vous le donner et peut ne pas vous le donner. Le parquet, s'il ne veut pas vous le donner, par exemple, si vous avez trouvé des éléments financiers, un gros dossier financier concernant tel homme politique au pouvoir, le procureur peut, à ce moment-là, ouvrir une enquête préliminaire. Donc, ce n'est pas vous, juge d'instruction, qui allez continuer à enquêter, mais c'est le procureur tout seul. Une enquête préliminaire, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Les journalistes, est-ce que c'est le juge ou est-ce que c'est les partis qui a intérêt, la question se posait, qui a intérêt à donner les renseignements aux journalistes? Parce que quand les journalistes, souvent, dans la plupart des cas, ils ont une partie du dossier, ils n'ont pas l'autre. Moi, j'ai vu beaucoup de campagnes de presse qui ont été faites. J'en ai même été victime, puisque j'ai fait des diffamations, des procédures en diffamation. Mais souvent, ce n'est pas forcément le juge. Je pense que je ne veux pas
veux pas médire par rapport aux défenseurs ou aux parties civiles, mais c'est souvent de là que viennent les... Parce que eux, ils ne sont pas tenus au secret de l'instruction. Qui est tenu au secret de l'instruction? Uniquement le juge d'instruction et les enquêteurs de police ou de gendarmerie. Le procureur n'est pas tenu, il a le droit de communiquer, et les avocats, la défense et la partie civile n'est pas tenue au secret de l'instruction. Donc voilà. Maintenant, il peut arriver bien sûr que certains juges, mais uniquement pour rétablir la vérité lorsque le parquet ne le fait pas, puissent donner des renseignements. Oui, ça, on peut pas le nier. Une dernière question. Au terme de cette belle et riche carrière, je vais me permettre de poser la question suivante. Selon vous, est-ce qu'en France, on juge bien? J'espère, en tous les cas. Je pense qu'on juge mieux en France que dans certains pays sous les dictatures. Et je vous fais une réponse facile, mais maintenant, jamais. La perfection en matière de... Quand c'est les hommes qui rendent la justice, la perfection, on peut pas l'atteindre, on peut se tromper. Il peut y avoir... Moi aussi, des fois, je me suis trompé. Maintenant, moi, j'étais mal quand je me suis trompé. Si le juge est mal quand il s'est trompé, c'est une bonne chose parce qu'il ne recommence pas. Vous savez, moi, une fois, j'ai eu une affaire... J'avais un type pour braquage. Il y avait un type qui avait braqué plusieurs. Et j'avais tous les éléments, enfin, j'avais plusieurs personnes. J'avais tous les éléments qui convergeaient pour incriminer cette personne. Et elle n'avait rien fait, cette personne. J'avais vraiment, on avait des preuves qui avaient été fabriquées, tout ça. Et je l'avais placé en détention. Et 2 ou 3 jours après, j'avais son co-détenu que j'avais dans un autre dossier, qui vient et me dit, écoutez, monsieur Leloir, il faut que vous fassiez quelque chose. Le gars qui est avec moi dans la cellule, il n'a rien fait. C'est pas possible. Il pleure jour et nuit. C'est pas possible. Donc, du coup, j'ai rappelé les enquêteurs qui avaient fait l'affaire. J'ai écouté, je pense qu'il y a un vrai problème. Parce que j'avais confiance dans celui qui est venu bien que c'était un braqueur aussi, mais vous savez, c'était la vieille école, comme on en voit moins maintenant. C'était le type qui avait, je sais pas, il avait 70 ans, il avait braqué, il s'était fait piquer. Bon, non plus, il avait braqué avec un pistolet, il n'y avait rien dedans. Enfin bon. Et on a tout retravaillé. Et effectivement, il avait raison. Et on a pu remettre cette personne en liberté rapidement. Mais l'erreur judiciaire, elle est toujours possible. Alors, ce qui est grave, c'est si l'erreur judiciaire, elle vient du laxisme du juge, parce qu'il ne fait pas le boulot. Maintenant, quand vous avez tous les éléments convergent et qu'on en arrive là, et bon, au bout d'un moment, je pense que la vérité revient. Mais l'erreur judiciaire, effectivement, elle peut exister. Ouais. Merci Roger Leloir. Merci Lydie. Merci.